Bonjour à tous et bienvenue dans le bazar de Tsubasa Seradunga. On se retrouve pour la troisième vidéo sur les Game Breakers. On poursuit avec un Dreamco et un nouveau type de Game Breaker, le Naturezza DC, sorti le 16 août 2019, puisque c'était un Game Breaker super sub, un joueur qu'on doit rentrer en cours de match. Ça fait partie des joueurs les plus fidèles au manga, puisqu'on retrouvait exactement ce qui se passait dans le manga, c'est-à-dire un joueur qui rentre et qui fonce vers le but et qui marque quoi que fasse l'adversaire, exactement comme dans la finale de Warjuice. Ce Naturezza a été cherché par tous les gros joueurs. Ils ont sorti la CB, ils se sont ruinés, mais ils sont allés le chercher. Ça a vraiment été un joueur que tout le monde voulait avoir parce qu'un des plus purs game breakers de l'histoire du jeu. Donc des stats plutôt quelconques, mais c'était logique parce qu'il avait plus de 50% de stats quand il rentrait en cours de match. Donc il rentrait à la mi-temps et ça devenait un poison. Avec un dribble à 475, monstrueux pour l'époque, le top pour l'époque, et avec les stats qu'il avait, c'était tout simplement impossible de l'arrêter. Il fallait pouvoir lui donner un tir. Et de préférence, le tir à 510 du Dreamfest. Et si vous aviez le Dreamfest et que vous acceptiez de le sacrifier, ce que tout le monde a fait à l'époque, parce que c'était tellement dur en PvP, il vous faisait gagner des matchs à lui tout seul. Il rentrait, dribble, but. En plus, il avait un achat intéressant, donc un éveil de potentiel, puisqu'il avait une plus longue distance de réussite de dribble. Donc en 2 dribbles, vous traversiez le terrain sans aucun problème, et donc il n'y avait plus qu'à marquer, et il marquait souvent, et en marquant, il vous remplissait la jauge de 20%, ce qui vous permettait donc de l'avoir vite en full power, de pouvoir facilement dribbler plusieurs fois avec lui, et qu'il lui reste assez d'endurance pour marquer. Après, le reste n'était pas spécialement impressionnant. Le petit tueur de Wakabayashi à plus 5%, oui, ça l'aidait à marquer encore plus facilement en Wakabayashi. Tireur angle raide, bouclier, tout ça n'était pas important. Le reste suffisait déjà. C'était un poison en fait. Quand l'adversaire l'avait, vous saviez que vous allez prendre un but dès le début de la deuxième mi-temps. C'était catastrophique. Un joueur absolument pas subtil qui va bientôt avoir une modification de son éveil de potentiel. Donc il pourrait très bien faire son comeback et peut-être devenir un game breaker. L'avenir nous le dira. Le 23 décembre 2019, sortie de Genzo LR. Là c'est aussi un game breaker très particulier par sa rareté. C'est un LR, c'est-à-dire un joueur qui n'a jamais été en rate-up. Alors si vous n'êtes pas à l'aise avec tout ce vocabulaire, j'ai fait une vidéo qui explique le vocabulaire du jeu. Je vous mets le lien en haut à droite pour l'avoir et tout savoir. Donc il n'a jamais eu un taux important, à 0,42% dans un portail. Il a toujours été à un taux faible. Je crois qu'il était à 0,1% au mieux de sa carrière. Et après, par moment, peut-être il était moins. Mais il n'a pas été à 0,01 comme certains, je crois. Lui, c'était 0,1. Ce qui reste quand même beaucoup plus faible que n'importe quel joueur habituel. Donc, qui n'est jamais en rate-up, donc qui n'est jamais facile à avoir. Et donc, ce Genzo, c'est tout simplement le meilleur gardien au moment où il sort. Il a plus de 10 000 en arrêt. Il est ultra spécialisé en arrêt, mais c'est une référence en arrêt. Il a pas mal d'endurance, 1074. Il arrive en plus avec un arrêt à 510. Même aujourd'hui encore, il n'y a qu'un seul gardien, c'est Genzo, qui a un arrêt supérieur à 510. Mais c'est pas tout. En plus, il avait 15% sur les tirs au sol. Donc, c'est la plupart des tirs. Donc, si vous vous amusiez à tirer de loin, il arrêtait tout sans broncher. Il n'avait même pas besoin de cet arrêt-là. Vous mettiez l'arrêt SSGK à 475 et si vous faisiez un tir de 25-30 mètres, il pouvait économiser l'endurance. Des fois, je pense qu'il pouvait même sortir un arrêt. Ça a été un poison et ça a obligé les gens à jouer différemment, à jouer plutôt sur les tirs aériens. Et c'est à partir de là qu'a commencé à se développer, je pense, la mode justement de tous ces attaquants aériens à devenir vraiment un mode de jeu privilégié. En tout cas, voilà, un véritable monstre. Et c'était marrant parce qu'on envoyait des tonnes. Tout simplement parce que des tonnes de gens se sont ruinés. Quand ils ont compris que ça allait être le meilleur gardien du PvP pendant plusieurs mois, ils se sont dit non, je ne peux pas passer à côté si je veux rester à mon niveau en PvP. Donc bien sûr, vous connaissez comment ça marche dans les gachas. Les gars vous disaient sur Twitter, sur Discord ou autre, qu'il avait eu à la première multi. Évidemment, c'est normal. Ils n'allaient pas vous dire j'ai claqué 1000 €. Pas du tout. À écouter les gens, quasiment personne ne s'était ruiné pour l'avoir. La réalité, c'est que les gens se sont ruinés. Il y a même des gens qui sont mis dans la merde pour aller le chercher, dans la merde financièrement, pour l'avoir. C'était du n'importe quoi. Là, franchement, c'est irresponsable ce qu'avait fait Clav. Jusqu'ici, les LR étaient des bons joueurs, mais pas du tout indispensables. Et aller mettre un LR, un joueur à 0,1% indispensable pour le PVP à haut niveau,
Je trouve que c'était pas très beau de la part de Clap. Vous me direz ce que vous en pensez. On arrive encore à un autre type de Game Breaker sorti le 8 avril 2020, le Xiao Rouge. Alors il était dans un portail limité, avec une scène de palier, je crois déjà à cette époque-là, mais il n'était pas facile à voir parce que le portail était rare et qu'il n'était pas dans les tickets nécessaires. Au début, quand on l'a vu, on a dit, ouais, bon, ok, c'est un bon contreur. On voit ses stats, fort en contre, nul dans le reste. On voit ses compétences, 30% contre les tirs au sol, on connaissait ce genre de profil. On se dit, ok, il va être en défense, ça va être un bon contreur. Mais le problème, c'est qu'il va se faire peut-être dribbler trop facilement, ou les 1-2 vont le passer trop facilement. Mais en fait, c'est pas ça qui faisait sa force, c'était son tir. Il fallait lui donner un des 2 tirs longue distance de Xiao, donc qui était sur 2 autres versions. Peu importe laquelle vous donniez, au final, les 2 avaient leur avantage. Et ensuite, il avait donc cette compétence tireur longue distance. En fait, ça permettait de renforcer l'effet longue distance d'un tir. Parce qu'un tir longue distance, il perd quand même de l'énergie, si vous le faites de loin. Vous le faites de 60 mètres, il arrive, il est mort. Avec cette compétence, le tir ne perdait pas de puissance, même de 80 mètres. Et il se trouve qu'il avait, en plus, la dernière compétence, on la voit mal, plus 30% sur la puissance de sa technique de tir. Ce qui fait que même si il n'avait pas une stat de fou, il avait 5900 en tir et 6400 en puissance, c'était correct, avec 30% et cette capacité à tirer de très loin, c'était un poison. Le gars marquait de 80 mètres. Je l'ai vu marquer des buts de sa propre surface de réparation. Alors déjà, il y avait tous ceux qui se faisaient piéger. Il tirait de 80 mètres, les gens se disaient « Ah, c'est quoi ce tir de merde de 80 mètres? Je vais faire un arrêt A, voire un arrêt B. » Là, c'était but 100% du temps. Après, on a commencé à le savoir, on a commencé à faire des arrêts S. Mais même avec les arrêts S, des fois, il arrivait à vous planter des buts de son propre camp, voire de sa propre surface. C'était du n'importe quoi. C'était un des pires game breakers parce que là, on parlait même pas d'un joueur qui gagne des duels, parce que gagner un duel, ok, bon, c'est bien de gagner un duel, mais ça ne veut pas gagner un match. Là, on vous parlait d'un joueur capable de faire gagner un match de son propre camp, de marquer un but de son propre camp sans avoir à dribbler personne, sans dépenser l'endurance de plein de joueurs ou quoi que ce soit. Et au pire, il épuisait le gardien facilement. Donc c'était horrible. Les mecs lui passaient le ballon, ils tiraient. Voilà. Dans tous les cas, vous étiez obligé de sortir l'arrêt S à chaque fois. Un véritable poison. Ensuite, quelques jours après, on a eu Thoram Dream Collection, un des défenseurs les plus impressionnants de l'histoire du jeu. Alors attention, depuis cette époque-là, il a eu un nouvel éveil de potentiel, modification, donc là on va voir sa version d'origine. Déjà en stats, tacle et contre monstrueux, interception quand même pas mal du tout, mais surtout, ce qui faisait sa force, c'était son contre à 490, le contre le plus puissant de l'époque. Donc avec ses stats et ce contre, il prenait déjà tous les tirs. Alors autant vous dire que vous tiriez, il l'arrêtait. Mais il n'y avait pas que ça. Il avait un passif cheaté plus 25% contre les joueurs club. Et les joueurs club commençaient vraiment à se développer à cette époque-là. Donc si vous étiez un joueur club et qui contrait, vous perdiez le duel, quoi que vous fassiez. Donc c'était le meilleur contreur du jeu. Aucun tir pouvait passer, je pense. Ou peut-être 1 ou 2 attaquants rouges. Je ne sais même pas si ça existait à l'époque, un buteur rouge capable de le passer. Qu'il ne soit pas club, parce que si vous étiez club, c'est fini. Mais si vous étiez club, vous ne pouviez rien faire contre lui. Il contrait, il prenait le ballon. Donc voilà, un monstre, un pur monstre. Après, il a un petit peu vieilli avec le temps parce que au fur et à mesure, il y a eu des meilleurs joueurs et sa faiblesse en interception, avec son interception A ou une interception S faible qu'on pouvait récupérer, lui a fait un peu de mal. Il a eu une meilleure interception sur un autre Thoram par la suite, mais c'était trop tard. Entre-temps, son éveil de potentiel était dépassé, il n'avait plus de lien. Mais quand il est sorti, son éveil de potentiel était très fort parce qu'il avait un boost encore supérieur sur les Japonais. Donc si vous étiez un Japonais club, c'était fini. Voilà, vous pouvez absolument rien faire, zéro chance de passer. Il avait récupération, donc si vous cherchez à le lober pour pas l'avoir en duel, hop, il repartait directement et il vous provoquait le duel, mais en plus il mettait des malus à l'adversaire. Donc c'était un cauchemar ce joueur, un véritable cauchemar. On a rarement vu dans le jeu un défenseur aussi décisif. En plus il était bien pour le PvE parce qu'il pouvait jouer sur terrain cabossé, un des joueurs les plus utiles qu'il ait jamais eu dans le jeu. On arrive aussi à un autre monstre pour terminer cette troisième vidéo sur les Game Breakers, Michael Dreamfest. La Clap a fait strictement n'importe quoi, avec un total de stats de plus de 70 000, on n'avait jamais vu ça, 74 000 je crois, du n'importe quoi, 74 000 de base. Vous voyez ces stats en tir, un des meilleurs de tout le jeu, en dribble, un des meilleurs de tout le jeu, en tacle, un des meilleurs de tout le jeu, en interception, un des meilleurs de tout le jeu. C'était absolument n'importe quoi, et en plus il prenait 20% en full power. C'est simple, une fois en full power, il était inarrêtable, son dribble à 490, le plus puissant du jeu, et même encore aujourd'hui, il n'y a aucun dribble plus puissant que ça.
il était inarrêtable. C'était une sorte de Matsuyama Dreamco, mais en pire, parce que lui, c'était pas simplement le dribble, il y avait aussi le tir. Parce que son dribble était inarrêtable, il parcourait plus de distance, donc vous arriviez très facilement dans la surface avec lui. Et en plus, comme si ça suffisait pas, derrière il avait un tir à 510 avec les 20% de son passif et les stats qu'il avait. C'était but à tous les coups. C'est simple, pendant 2 mois, ce Michael a tué le PVP. Vous le passiez n'importe où sur le terrain, en 2 dribbles maximum, il était dans la surface, il tirait, il marquait. C'était du n'importe quoi. Et le pire, c'est que quand il est sorti, même s'il avait que des techniques défensives A, il était assez fort pour prendre le ballon à beaucoup de joueurs. Il avait tacle interception en plus, donc polyvalent. Et en plus, il avait une passesse aussi. Donc même si au final, il n'avait plus trop d'endurance pour faire dribble, tir, il pouvait quand même distribuer le jeu, soit dribble et passe blanche, soit passe. Donc il avait tout ce qu'il fallait, il était impossible d'anticiper. Et en plus, comme ça ne suffisait pas, il avait un anti-scellement. Comme ça, on ne pouvait même pas réussir à un petit peu le stopper, à l'empêcher de dribbler en scellant son dribble. C'était même pas possible. Et il avait un très bon lien. Donc en plus, il apportait un bon boost à toute l'équipe. Enfin, pareil, hein, je le mets derrière le Shingo World Cup parce que son heure de gloire a duré moins longtemps que Shingo. Shingo, ça a été 6 mois quand il est arrivé. Puis après, l'année d'après, il s'est pris un super éveil de potentiel. Il a été au sommet pendant des mois. Mais ce Michael qui... encore aujourd'hui, est un très bon joueur, il a récupéré des meilleures techniques défensives, etc. Pour moi, je le place quand même derrière le Shingo, parce que le Shingo, il était triple poste. Lui, il était que milieu défensif, et des fois, on aurait aimé le mettre milieu offensif, parce qu'après, il est devenu moins fort à la récupération. Alors que Shingo, vous pouviez l'adapter en fonction des techniques spéciales que vous aviez. Si vous n'aviez pas de quoi le jouer attaquant, vous le jouiez milieu défensif, et inversement. Incroyable. Voilà, c'est terminé pour cette avant-dernière vidéo sur les Game Breakers. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi lequel est le plus impressionnant des Game Breakers d'après vous. Et puis moi, je vous donne rendez-vous pour la dernière vidéo sur les Game Breakers. Bye!